présenter une étude de cas de Nathan à Charleroi. Pourquoi Charleroi? Alors ici, ça va être une étude de colocation, tout simplement parce que je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'à Charleroi, il y a plein de bonnes affaires. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est encore autre chose, mais pourtant c'est bien rentable. Et la colocation, c'est aussi un projet que beaucoup d'entre vous convoitez. Et donc on va voir un petit peu comment est-ce qu'on peut faire une bonne colocation et qu'est-ce qu'on peut espérer en termes de rendu. Alors Nathan, du coup, il a acheté une maison de façade avec 3 chambres à la base, donc pour une superficie totale de 150 mètres carrés. Il y avait également un grenier aménageable de 50 mètres carrés, donc ça c'est hyper intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça vous montre que, ok, même si à la base, il n'y a pas spécialement déjà pour un projet de colocation 4 chambres qui sont déjà là, vous pouvez toujours les créer moyennant un aménagement de grenier, moyennant par exemple une scission au niveau d'un salon, ce genre de choses. Enfin, il faut vraiment savoir se projeter. Et donc, c'est un petit peu ce qu'on pourrait appeler des mètres carrés cash flow. Pourquoi? Parce qu'on achète la maison en tant que telle, dans l'état dans lequel elle est, mais on peut derrière rajouter toute une série de choses qui va nous rapporter de l'argent. Pourquoi? Parce que ici, en aménageant le grenier, forcément, c'est une chambre de plus qui va louer et donc suite à ça, c'est un loyer supplémentaire et donc in fine plus de cash flow. Alors on est dans un quartier calme, on est à Marcinelle, donc à proximité du centre de Charleroi, quartier qui est assez prisé aussi pour tout ce qui est jeunes actifs mais également des étudiants. On a ici acheté ensemble le bien via notaire, donc avec un système d'enchères. Alors je sais que c'est un système qui peut parfois un petit peu vous challenger parce qu'en fait on ne sait pas très bien toujours comment ça se passe, on pourrait potentiellement faire une mauvaise affaire, etc. Ici, il faut vraiment retenir que quand on achète via un système de ce type, alors c'est pas une vente publique, c'est pas bidit, c'est encore autre chose, mais il faut se fixer une limite. Pourquoi? Parce que ça peut être hyper tentant, on est émotionnellement engagé dans un projet, on a envie de l'avoir, on se dit je rajoute toujours plus, mais non, il faut savoir aussi se fixer des limites au niveau des chiffres, au niveau de la rentabilité, pour être sûr de ne pas faire n'importe quoi et d'acheter quelque chose qui derrière peut vraiment être un projet qui est intéressant. Lui, avec Nathan, du coup, il a réussi à avoir le bien à un prix de 140 000 €. Et le point positif également de ce bien, c'est qu'il y a toujours un grand et beau jardin qui est bien orienté et donc clairement, c'est aussi un aspect coup de cœur. Donc je vais vous montrer un petit peu comme Louise dans l'étude de cas que vous avez eue ici, donc juste avant les photos avant. Donc vous voyez qu'il y a une charmante moquette verte. Donc le bien, on le voit directement, c'est globalement, c'est pas globalement, c'est qu'il est sain tout court. Donc on voit que clairement ça nécessite un coup de frais, évidemment, mais malgré tout, on a des belles superficies, on voit le jardin, on voit le salon, on voit la salle à manger, on voit que on va pouvoir aussi un petit peu, et d'ailleurs Nathan a pu optimiser notamment son devis travaux en récupérant pas mal de choses, notamment avec les astuces que vous a partagées Olivier tout à l'heure. On a également une cuisine, une chambre, donc c'était occupé à la base par des personnes âgées mais qui avaient pris soin de la maison, donc forcément derrière les travaux sont beaucoup moins conséquents également. 2 autres chambres ici que vous voyez à l'écran. Alors on ne se rend peut-être pas très bien compte comme ça, mais les superficies sont assez intéressantes. On est entre 12 et 16 mètres carrés par pièce. Et là il y a le fauteuil, c'est une petite pièce supplémentaire. Et je vous expliquerai d'ailleurs sur la partie location au niveau des chiffres ce qu'il en a fait, parce qu'il a optimisé cet espace. C'était pas un espace perdu. Donc c'est intéressant aussi de se dire quand on a des pièces supplémentaires ou des choses de ce type, comment est-ce qu'on peut utiliser tout cet espace pour apporter plus de valeur et donc in fine pouvoir demander un loyer plus élevé et donc encore et toujours avoir plus de cash flow. La salle de bain et également une partie du grenier. Alors on voit pas très bien le grenier, c'est vrai, mais ça vous montre que en gros il y avait tout à refaire, donc il fallait le réisoler. Il a fallu du coup remettre des fenêtres, il a fallu le scinder en 2 chambres, il a fallu remettre du sol, etc. Mais malgré tout, il était là et ça a apporté beaucoup de plus-value. Quels sont concrètement les travaux qui ont été effectués? On a donc fait une remise en conformité de l'électricité. On a aménagé totalement le grenier en 2 chambres, donc avec, comme je le disais, isolation, création de cloisons, placement de revêtements de sol, faux plafond, démolition de cheminées, etc. On a remplacé aussi plusieurs châssis. On a fait tout ce qui était détapissage, enduisage des murs et peinture. Et on a également aménagé le jardin. Donc on voit clairement dans un projet de ce type qu'on n'est pas dans du rafraîchissement. Donc il n'y a pas juste un petit coup de peinture ou 2. On n'est pas non plus dans la rénovation lourde où il faut absolument tout refaire. On est dans ce qu'on pourrait appeler chez nous une rénovation plutôt complète. Donc il y a des travaux à faire, mais ça reste raisonnable tant au niveau du montant que également au niveau de la durée de chantier. Mais ça, j'y reviendrai d'ici quelques minutes.
Le bien après travaux, il y a eu un tout petit peu de changement, comme vous le verrez depuis. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même mieux. Peut-être que vous aimez bien la moquette verte, mais ça c'est encore autre chose. On a du coup, dans un projet de colocation, vraiment un projet qui est clé en main, si je puis dire ça ainsi. Dans le sens où l'idée c'est que derrière les locataires arrivent avec leurs valises, ils les posent, ils sont bien et du coup ça augmente aussi derrière la valeur perçue. Pourquoi? Parce que on voit quand même qu'en colocation il y a beaucoup d'offres et c'est sûr que quand on arrive dans un logement où c'est accueillant, où tout est là, où on a vraiment juste à se soucier de ses propres affaires qu'on doit ramener mais que tout est déjà sur place, clairement c'est un gain de temps, ça facilite au niveau des rotations et aussi on n'y pense pas mais ça permet aussi de préserver son bien. Pourquoi? Parce que au plus il y a des rotations, au plus on arrive avec des meubles, des lits, des montages, des déménagements, au plus ça fait des coups dans les murs et in fine, ça nous fait une usure du bâtiment plus rapide, une vétusté plus grande et donc finalement des coûts plus rapides qu'on doit engendrer pour rénover tout ça et continuer à bien louer. Donc ça peut vraiment avoir du sens de louer meublé. Alors, je ferai un petit point après si vous le souhaitez sur la partie taxation au niveau des meubles parce qu'on est taxé sur la partie meublée, mais il y a une astuce qui permet de limiter la taxation et de toute façon la faible taxation qu'on va payer versus la valeur qu'on va retrouver de l'autre côté avec une augmentation du loyer, c'est clairement gagnant. Tout ça pour vous dire du coup que donc il a refait ici au niveau du salon, également au niveau de la salle à manger. Donc il a meublé ça mais de manière raisonnable, je dirais. Donc il y a vraiment deux parties pris quand on fait une colocation de ce type. C'est soit on va vraiment à fond dans un concept, à fond dans un type de décoration spécifique et vraiment on joue sur l'effet coup de cœur en sachant que ça va être clivant. Soit on va adorer, soit on va détester. Mais le coup de cœur qui sera provoqué chez la personne qui va adorer, ça va faire toute la différence. Ou alors on est plutôt sur quelque chose de passe-partout et c'est plutôt ce qu'il a pris où on est sur des standards où on sait assez facilement se projeter, on laisse la liberté aussi derrière à la personne qui va emménager de pouvoir aménager son espace, de pouvoir le personnaliser comme bon l'entend et donc on touche aussi une strate de personnes qui est plus conséquente. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise stratégie là-dedans, juste la vôtre et juste en fonction de votre affinité aussi, il faut le savoir. Également, on a donc le jardin, donc on peut se rendre compte sur la photo quand même que c'est un jardin qui est assez profond et qui derrière va permettre d'apporter beaucoup de plus-value. Alors, il y a des avantages forcément à avoir un jardin puisqu'on crée l'effet coup de cœur en été, etc. C'est franchement bien pour les locataires. Par contre, il faut savoir aussi bien l'entretenir. On n'a pas toujours la même définition de ce que veut dire bien entretenir un jardin. Donc parfois, il est mieux aussi de prendre un jardinier pour pouvoir le faire. Comme ça, au moins, on évite les mauvaises surprises. Mais malgré tout, notamment dans le cas de Nathan, c'est aussi un élément qui a fait qu'il a pu très rapidement trouver des locataires et avoir vraiment des locataires de qualité. La salle à manger également, donc meublée, pour tous les colocataires pour qu'il y ait vraiment tout ce qui est besoin. La salle de bain, la cuisine, donc Louise vous a parlé tout à l'heure qu'en fait c'est des deux pièces vraiment qui sont coup de cœur. On voit que dans le cadre de Nathan, c'était pas nécessaire si vous vous rappelez de devoir tout refaire. Pourquoi? Parce qu'elle était quand même en bon état et donc plutôt que de devoir tout casser pour refaire et d'avoir des coûts supplémentaires et donc une moins bonne rentabilité dans son projet, il est reparti de l'existant, il a un petit peu pimpé le truc et puis au final on voit que ça passe tout à fait bien et donc d'ici quelques années, s'il veut, il pourra changer les sanitaires et autres et la cuisine, mais on voit en tous les cas que ça n'a pas du tout posé problème. Et donc vraiment, pensez bien de votre côté à vous dire que il ne faut pas casser pour casser. Il y a des choses qui peuvent vraiment être refaites dans une optimisation de devis. On en a parlé tout à l'heure avec Olivier. Ça a vraiment du sens aussi de garder parfois certains éléments. Et au final, c'est majoritairement lui qui a fait les rénovations là-dedans. Et ça a apporté beaucoup de plus-value. Et personne n'a jamais tiqué sur l'état de ces derniers. S'il y a bien une transformation qui est la plus impressionnante dans son projet, c'est le grenier. Et ça vous montre aussi comment dans un espace brut où on peut avoir difficile à se visualiser, à se dire mais comment est-ce que je vais mettre 2 chambres là-dedans, ça va pas rentrer, ça va être moche, ça va pas le faire, à quelque chose qui en fait permet de créer des pièces coup de cœur. Pourquoi? Parce que véritablement le grenier, les chambres du coup au dernier étage, c'est les chambres qui ont été louées le plus vite, qui ont été louées le plus cher et qui ont eu l'effet coup de cœur. Pourquoi? Parce qu'on a déjà un petit peu la partie poutre qui donne du cachet, on a aussi un effet particulier, une énergie particulière dans ces pièces, un effet chaleureux et on voit que ça a été entièrement meublé, équipé.
Souvent, donc, on pose la question, qu'est-ce qu'on doit mettre dans une colocation pour vraiment apporter de la valeur aux personnes? On va vraiment avoir tout ce qui est basique, donc le lit, la bonne literie. Alors, soit on en met, soit on n'en met pas. Question d'hygiène. À vous de voir. Ce qui est certain, c'est que ça peut avoir du sens à nouveau pour louer plus cher, créer un effet coup de cœur supplémentaire, d'avoir la literie à ce sujet. On va également mettre une armoire, on va mettre un bureau, etc. Enfin, vraiment quelque chose de basique. Après, on peut toujours agrémenter en fonction de ses désirs, mais attention à la rentabilité, il ne faut pas trop en faire non plus. Les locataires peuvent aussi ramener des matériaux supplémentaires, des objets, des meubles, s'ils le souhaitent, s'ils n'ont pas assez, mais au moins vous avez vraiment la base et ça, c'est amplement suffisant dans la majorité des cas. On voit du coup ici sur les autres photos les autres chambres, donc c'est tout le temps la même typologie, donc on a chaque fois un petit peu la même chose. Il y a des personnes qui jouent un petit peu sur les couleurs, bon on attend, c'est subtil mais quand même ils jouent sur les coussins, il y a des coussins jaunes, des coussins rouges, des coussins verts, d'autres qui vont jouer sur la parure de lit, sur un élément décoratif particulier, on peut donner des noms, enfin on peut vraiment se faire plaisir aussi avec des petites choses, on peut vraiment créer quelque chose de particulier. Et donc on voit quand même qu'on vient de quelque chose qui était en bon état certes, mais il y a eu quand même beaucoup de valeur ajoutée derrière. Parlons maintenant des chiffres. On est du coup sur un budget travaux de 50 000 € pour l'ensemble de ce qui a été fait. Donc on est clairement pile dans un ratio de rénovation complète. La durée de chantier est de 5 mois avec un budget meubles et décoration de 7 000 €. Il faut savoir aussi qu'en matière de décoration et de meubles, vous n'êtes pas obligé soit que d'acheter du Ikea ou soit d'acheter des trucs hyper chers, mais on peut aussi faire des bonnes affaires. On peut aussi acheter sur différentes plateformes pour diminuer le coût, etc. Et donc ici, en moyenne, pour un projet de colocation, all-in, tout compris, avec tous les ustensiles, tout ce dont on a besoin, on sera entre 5 000 et 8 000 € en fonction de la gamme que vous allez choisir. Au niveau du financement, alors Louise tout à l'heure vous a parlé un petit peu des différents types de crédits qu'il y avait. Je vais aller un tout petit peu plus en profondeur là-dessus puisque déjà je pense, et un sujet qui revient souvent c'est « Élodie, j'ai envie de me faire financer mais j'arrive pas au niveau de la banque. Comment est-ce que je peux faire et si j'ai pas d'argent, comment je peux avoir un 125%? » Alors déjà il faut savoir que le 125%, c'est pas un mythe, c'est une réalité mais avec certaines conditions. C'est-à-dire qu'il n'est pas accessible pour tout le monde, mais il existe néanmoins. Comment est-ce qu'on peut obtenir un crédit à 125% encore à l'heure actuelle? Tout simplement donc avec 3 conditions. La première, vous avez un bien immobilier qui est libre en tout ou en partie de crédit. Donc, c'est-à-dire que vous avez par exemple un bien qui vaut 500 000 €, vous avez derrière 100 000 € de crédit, vous avez donc 400 000 € qui est immobilisé dans votre bien immobilier qui dort dedans. Ce montant-là, la banque va pondérer à 80%, et je m'arrête là pour ne pas vous perdre après, mais elle va utiliser l'argent que vous avez immobilisé dans ce bien pour acheter autre chose. Et donc, grâce à ça, elle va pouvoir du coup prendre une seconde ou une troisième hypothèque sur le bien que vous allez mettre en garantie pour faire en sorte, in fine, de financer les 20% de quotité plus les frais de notaire, donc droits d'enregistrement et frais d'acte de crédit que normalement la banque va vous demander d'apporter. Pourquoi? Parce que vous le savez certainement, mais en général, en Belgique, on se fait financer à 80% de quotité, sous-entendant qu'il faut apporter les 20% de quotité et les frais de notaire, donc droits d'enregistrement et frais d'acte de crédit. Donc, s'il y a un disponible suffisant dans votre bien immobilier et que ça couvre ces 20% de quotité et les frais de notaire, vous allez pouvoir vous faire financer à 125%. Ça, c'est la première chose. Vous pouvez avoir vous-même déjà un bien immobilier ou vous pouvez avoir un ami ou une amie très généreuse ou un parent qui accepte que vous mettiez son bien en garantie. Toutes les banques ne l'accepteront pas parce que ça peut représenter un risque supplémentaire, mais c'est une possibilité. Bon, attention quand même que la personne doit être d'accord. Il ne suffit pas d'aller chez le notaire et de dire « j'ai un bien à mettre en garantie ici, tenez, prenez-le ». Il faut quand même signer un petit papier, etc. Mais ça peut fonctionner. On a une personne qu'on a accompagnée, Mickaël, que vous avez peut-être vu sur la chaîne YouTube, qui typiquement a pris un bien d'une amie de la famille et qui a été mis en garantie et ça lui a permis d'acheter pour son tout premier projet immobilier 3 maisons d'un coup. Donc ça fonctionne, il faut juste être un petit peu créatif et trouver le bon partenaire financier. Ça, c'est le premier cas de figure.
Deuxième cas de figure, c'est le refinancement. Ça sous-entend que vous êtes propriétaire, vous, d'un bien immobilier sur lequel il y a déjà donc une ligne de crédit, que vous n'avez pas un disponible assez suffisant, entre guillemets, que pour simplement mettre une seconde hypothèque dessus, mais que vous allez fusionner les lignes de crédit. Donc quand vous avez un premier projet, vous avez une ligne de crédit. Le deuxième projet, une autre ligne de crédit. On va les fusionner et on va en faire qu'une seule. C'est ce qu'on a fait ici typiquement dans le cadre de Nathan, puisqu'il n'avait pas assez de disponible dans son bien que pour éviter le refinancement. Donc on a fait un refinancement et ça lui a permis ici, grâce à ce qu'il avait déjà amorti, grâce à la plus-value de son bien, etc., la hausse des prix de l'immobilier et tout ce qui s'ensuit, de faire en sorte d'être financé à 125%. Donc là, vous êtes obligé d'avoir un bien, que ce soit un bien d'investissement, que ce soit un bien que vous avez en nom propre, en société, ou que ce soit votre résidence principale. Et troisième possibilité, c'est de faire un nantissement. Le nantissement, c'est quoi? Ça va être de bloquer quelque chose en garantie pour la banque. Typiquement, Louise vous a présenté juste avant un nantissement avec une EIP. Donc ça peut être une assurance pension pour les personnes en société, ou une PLCI pour les indépendants, ou une assurance pension classique, voire une assurance groupe. Attention que les assurances groupes, la banque, voilà, ça devient de plus en plus difficile, mais c'est possible. Et on va souvent être capé à 80% de quotité, mais malgré tout, c'est une possibilité aussi qui existe pour pouvoir être financé et continuer à avancer. Mais on peut aussi nantir une somme d'argent. Attention que le jeu doit en valoir la chandelle, dans le sens où si la banque vous demande de nantir 60 000 € pendant 10 ans, c'est peut-être pas le meilleur des plans à faire et ça vaut peut-être mieux d'injecter son cash pour pouvoir après, et j'espère que je ne vais pas vous perdre parce que je sens que je vais m'emballer, donc après remettre le bien en garantie pour acheter autre chose et refaire un crédit à 125% et continuer à acheter. Donc parfois, il vaut mieux bien réfléchir et se dire « Ok, est-ce que ça vaut le coup que je mette du cash dedans, que je fasse un nantissement ou pas ?» Tout ça, c'est du cas par cas, bien évidemment, mais ça vous donne un petit peu un overview des possibilités qu'on possède. Après, si la banque vous demande de nantir, par exemple, 6 000 €, ça peut être 6 mois de loyer, ça peut être 10 000, ça peut être pendant 6 mois, ça peut être 1 an, 2 ans. Là, ça se discute, ça peut être intéressant. Mais donc, il faut bien analyser les opportunités aussi. En tout cas, sachez que si on fait un nantissement, qu'on nantit, qu'on bloque quelque chose, la banque, elle a une garantie. Vous ne pouvez forcément pas toucher à cet argent pendant la durée du nantissement parce que sinon, ce serait trop facile. Mais derrière, si jamais vous ne payez pas, eh bien, elle va saisir ce que vous avez mis en gage, le bien immobilier, l'assurance, le cash, etc. Et elle va récupérer ses billes. Donc ça, c'est vraiment les 3 moyens qui existent à l'heure actuelle pour pouvoir être financé à 125%. Au niveau des types de crédits, donc Louise vous a parlé tout à l'heure d'un mix. En fait, c'est un crédit plutôt type Light Home, 50-50. Donc revenons quelques instants du coup à 3 types de crédits qui peuvent être intéressants de maîtriser. Alors il y en a d'autres qui existent, mais c'est pas le but aujourd'hui de vous perdre là-dedans. Et donc on a effectivement donc le crédit à amortissement classique, donc amortissement constant. Vous remboursez chaque mois une part d'intérêt, une part de capital. À la fin du crédit, vous devez 0 à la banque. Vous avez un mix qu'on pourra appeler typiquement le crédit Light Home, où là, vous avez une partie d'amortissement et une partie en bullet. Le bullet, c'est quoi? C'est un crédit sur lequel vous n'amortissez pas de capital pendant toute la durée du crédit. Vous ne payez que des intérêts, donc la mensualité, elle est faible et in fine, vous devez solder tout à la fin. Et le Light Home, c'est un mix, c'est un hybride et donc typiquement, elle vous a présenté un 50-50. 50% de la mensualité est une partie où on amortit du capital et 50% une partie où on paye des intérêts. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre cash flow il est supérieur. Pourquoi? Parce que la mensualité de crédit elle est plus basse et donc in fine, au bout de la durée du crédit, vous ne devez plus solder que 50% du montant. Mais on peut faire d'autres montages de ce type. On peut faire du 40-60, on peut faire du 70-30. Tout ça pour vous montrer qu'avec quelques petites optimisations, ça peut vraiment changer la donne. Et peut-être même que quand on fait bien les choses, on arrive même à refinancer le Light Home en cours de route pour le repasser en amortissement constant juste à la fin et faire en sorte avec un petit tour de passe-passe d'annuler cet effet bullet et donc in fine de gagner sous tous les tableaux. Je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Mais en tous les cas, il y a des possibilités qui existent. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous partager au niveau des crédits. Si vous avez des questions, j'y répondrai juste à la fin de la présentation. On peut en reparler bien évidemment, mais c'est majoritairement quelques leviers que vous pouvez utiliser, que nous on utilise énormément avec les personnes qu'on accompagne dans le cadre du coaching.
Revenons à ce cher Nathan, qui du coup a obtenu un crédit à 125% chez Record Bank, donc banque que vous connaissez peut-être de nom, qui est une banque qui finance beaucoup d'investisseurs. Mise en garantie de leur résidence principale, donc on est typiquement sur un refinancement comme je vous expliquais. Financement total des droits d'enregistrement et frais d'acte de crédit, donc pour un montant de 21 264 et de 5 778, donc 27 042 € au final de frais de notaire. Une mensualité de prêt de 738 € par mois avec un crédit sur 20 ans. L'avantage des crédits hybrides, c'est qu'ils peuvent aller jusqu'à 25 ans. Les crédits bullettes, en général, ils sont capés entre 10 et 15 ans. Donc ça, c'est aussi un atout aussi, parce que forcément, au plus long c'est, au plus bas est la mensualité, et au plus, on a de marge derrière et donc de cash flow. Et il était sur un taux de 2,6 avec donc la fameuse formule Light Home. Passons à la partie location et puis on va bientôt arriver aux chiffres du projet. On est parti sur un bail commun de colocation pour 4 personnes. Alors il faut savoir, et j'insiste là-dessus parce que on peut voir un petit peu tout et n'importe quoi sur Internet. On voit parfois des personnes qui font des colocations en Wallonie et qui louent à 5 personnes, 6, 7, 8. Alors c'est super rentable, c'est clair, mais c'est super pas légal non plus quand on est là-dessus et qu'on n'a pas les autorisations. On a des personnes qui louent avec des baux individuels, ce genre de choses. Il faut faire très attention à ce que vous faites parce que si ça peut être intéressant au début de se dire mais je vais amasser plein de cash comme ça et tout, ça va être trop bien. En fait après ça peut se retourner contre vous, donc ne faites pas n'importe quoi. En région wallonne, si vous souhaitez ne pas changer l'affectation du bâtiment et donc rester par exemple sous une maison unifamiliale et pas un logement collectif, eh bien vous devez utiliser pour de la colocation un bail commun limité à 4 personnes, pas plus. Et donc typiquement là vous ne changez pas l'affectation du bien, vous ne devez pas demander de permis de location, pas de permis d'urbanisme, donc des coûts évités en moins, une tracasserie administrative en plus, et en plus de ça vous pouvez bien dormir la nuit et je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc on est parti avec Nathan sur un bail commun de colocation pour 4 personnes. Une durée d'1 an renouvelable, louée dans la fourchette moyenne, donc 2 fois 400 € pour les chambres, 1 fois 390 et 1 fois 380, soit pour un total de 1 570 € par personne. Une garantie locative de 2 mois, une location all inclusive parce qu'en plus d'avoir une prestation qui est meublée, qui apporte beaucoup de confort et de qualité, eh bien on leur fournit Internet, les charges, donc eau, gaz, électricité, l'entretien des communs, la télévision, Netflix, l'assurance, etc. Enfin, vraiment quelque chose où, encore une fois, on apporte un maximum de valeur. Avec Nathan, on est sur un forfait de charge de 100 € par personne et lui, il a attiré un profil de jeune actif. Pourquoi ? Parce que dans la zone de Marcinelle, on peut bien évidemment attirer des étudiants, mais on remarque quand même que, vu l'emplacement, on attire plutôt des jeunes actifs. Alors, on va faire une petite devinette. À votre avis, combien de cash flow génère Nathan ? Pour rappel, on est sur un crédit à 125%, donc ça veut dire qu'il a mis 0 € de sa poche. Il n'a rien apporté du tout. On est sur un total net de 336 € par mois. Encore une fois, j'insiste bien là-dessus, avec 0 € d'injecté. Et donc, c'est sûr qu'au plus, au mieux, mais je ne sais pas vous, mais déjà toucher 336 € par mois en n'ayant pas sorti un rond de ma poche, franchement, je trouve que c'est quand même assez beau. C'est un projet qui a été loué rapidement et surtout sur une durée de 10 mois. Donc, entre le moment où Nathan est rentré en coaching avec moi, qu'on a eu l'offre acceptée et qu'on a fait la mise en location, il s'est passé 10 mois. Et donc, là, j'ai aussi envie d'insister là-dessus, c'est que parfois on dit « ouais, mais l'immobilier, ça prend du temps, etc. » On voit que quand on passe à l'action, que quand on applique les principes et quand on se bouge et qu'on fait les choses comme il faut, en fait, il ne faut pas spécialement non plus des projets qui durent 3 ans. En moyenne, on remarque que quand les personnes rentrent dans l'accompagnement, il leur faut en moyenne 3 mois pour trouver la bonne affaire. Et donc, clairement ici, Nathan, il est passé à l'action, il n'a pas réinventé la roue, et il a avancé et hop, en 10 mois, il est devenu propriétaire d'un nouveau bien. Et là, il est super content, il est motivé et surtout, il va encore continuer d'investir.